Bienvenue dans votre émission Sciences et Civilisation, Ilm wa Hadara. Nouvel épisode avec vous aujourd'hui. Nous allons explorer le domaine de la sociologie, plus précisément la sociologie de la migration, avec mon collègue, Monsieur Mehdi Alioua. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci, c'est un honneur d'être avec vous. Je suis très heureux. Shukran, merci beaucoup. Donc, si Mehdi, vous êtes sociologue, vous avez d'abord fait vos études ici, au Maroc, avant de, comme tous les chercheurs, d'aller explorer d'autres mondes. Et je crois pour vous, c'était l'Université de Toulouse. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet itinéraire qui fut le vôtre, un itinéraire et vos motivations aussi? Oui, en fait, j'étais passionné des sciences humaines un peu enfant. Au début, je voulais travailler sur la question de la biologie, des animaux. Et j'ai toujours rêvé d'Afrique. J'ai toujours été touché de manière culturelle, en fait. Et la musique, le cinéma. Et je me disais, je veux aller voir ces grandes réserves d'animaux africains. Je l'ai jamais fait. C'est ça qui est bizarre. Et finalement, je me suis orienté vers la géographie, qui m'a pas plu. Et donc, je suis allé faire mes études de géographie. Et je trouvais qu'il y avait un côté un peu austère, même si j'en garde un bon souvenir sur tout ce qui est lié au déplacement et à l'espace, à la gestion de l'espace. Et j'ai trouvé ma voie dans la sociologie. Très clairement, ça a été une révélation. Comprendre comment les humains entrent en relation et est-ce qu'ils sont déterminés par leur milieu, est-ce que au contraire ils se créent leur propre chemin. Et à Toulouse, mon chemin m'a amené à rencontrer un grand professeur pour qui j'ai un immense respect, Alain Tarius, qui a été mon directeur de thèse, qui est toujours quelque part mon directeur, je l'appelle mon directeur quand je le vois, on a une vraie complicité, et qui est un grand spécialiste des questions migratoires, et notamment, particulièrement des migrations marocaines, en fait, en Méditerranée. Et il connaissait presque mieux le Maroc que moi sur certains aspects, alors qu'en fait, il était venu seulement quelques fois, mais à travers les récits qu'il recevait des Marocains qu'il rencontrait en Espagne. Les thèses qu'il encadrait. Les thèses qu'il encadrait. Il savait que dans certains quartiers populaires marocains, des grandes villes, surtout Rabat, Tanger, il y avait des communautés de populations issues de l'Afrique subsaharienne qui étaient par là. Et c'était pas encore un sujet dans les années 2000. Moi, je voulais plutôt travailler sur la question des quartiers populaires de ces grandes villes, en fait. Oui. Parce qu'aussi, j'ai une grand-mère issue, même si je suis rabaté à Liwa, bon, j'ai une grand-mère qui était importante pour moi et qui était des Doukela et qui a vécu cette migration interne qu'ont connue beaucoup de Marocains vers les grandes villes, qui s'est installée dans la commune de Yacoub el-Mansour. À l'époque, on parlait même pas de bidonville, hein, c'était construit en paille et en torchis, et qui avait vécu aussi pendant cette période coloniale où les autorités coloniales cassaient la maison des gens. On voulait pas, c'était le déguerpissage. Il fallait pas qu'ils restent à Rabat. Mais petit à petit, aujourd'hui, là où on est, à Calais, tout ça, c'est la ville, c'est Rabat, on est rabaté. Je voulais travailler sur cette question-là. Finalement, et parfois, très souvent, on bouge dans nos questions. C'est ça. Effectivement, donc, une fois à Toulouse, vous êtes parti pour vous inscrire pour une thèse en sociologie, c'est cela? Exactement. La géographie, c'était là-bas que vous l'aviez faite ou non, c'était pas là-bas. C'était pas là-bas. Et donc, c'est justement, j'ai tout coupé pour partir en France et faire de la sociologie. Sociologie qui n'existait pas au Maroc. On ne pouvait pas faire de sociologie au Maroc, en fait. Oui. À cette époque-là, dans la fin des années 90, début des années 2000. Il y avait des gens qui se disaient sociologues, mais bon, la géographie était très forte, surtout à l'université Mohamed V, avec des grands noms de la géographie. Monsieur Brienne, par exemple. Monsieur Brienne, Monsieur Nasseri, aussi, qui est un grand monsieur de qui j'ai beaucoup appris, surtout sur la géographie urbaine. Donc, Monsieur Ben Cherifa, tout un ensemble de grands savants en géographie qui nous apportaient tellement de choses sur la compréhension des sociétés. Mais la sociologie, comme moi j'en ai fait, ça n'existait pas au Maroc. Et encore aujourd'hui, elle est très, très, très légère. C'est une sociologie très spécifique, la sociologie des migrations, qui est devenue votre spécialité. Effectivement, quand on dit sociologie, tout est social pour quelqu'un comme Auguste Comte qui a fondé la physique sociale, c'est-à-dire la sociologie. Tout est social, ou Marcel Mauss, un fait social total. Mais après, on rentre précisément dans des domaines de spécialité. Et le vôtre, c'est votre spécialité, c'est la migration. Mais votre thèse, c'était véritablement quelque chose de beaucoup plus vaste que simplement des migrations locales. Oui, exactement. Et en fait, j'ai pas choisi. Je pensais pas travailler sur les questions migratoires.
Moi, je voulais travailler justement sur les questions urbaines et comment ces nouveaux urbains, qui parfois ont subi aussi des formes discriminatoires, en fait, réinvestissent certains lieux, certaines zaouïas, réinvestissent même la musique, et là, la musique andalouse, ils réinvestissent, c'est-à-dire que la communauté urbaine de Medinat al-Hadara s'est transformée, en fait, dans ce Maroc moderne, dans ce Maroc des villes, et donc cette séparation qu'on a fait longtemps, qui pour moi n'a plus de sens aujourd'hui, entre campagne et ville, en fait, elle est en train de... C'est ça ce que je voulais documenter. Mais bon voilà, la rencontre avec Alain Tarius, il me dit c'est très intéressant, mais si vous voulez faire quelque chose de plus important, en tout cas avoir des financements pour pouvoir avancer, voici un sujet qui lui, alors je le croyais pas trop, je me disais bon est-ce que c'est, mais je lui ai fait confiance et effectivement donc j'ai fait mon travail sur la migration transnationale des Africains subsahariens et donc j'ai essayé de les suivre tout au long de la route à travers le Sahara et des étapes. L'intitulé de votre thèse emploie le mot carrefour, je crois. Oui, c'est ça. À la fin, je conclus en disant que le Maroc, finalement, est un carrefour migratoire. Oui. C'est un endroit où on vient s'installer. C'est un endroit où on passe et on transite pas, parce que le transit, c'est très rapide. Oui. Quand on parle de transit, on imagine un aéroport, un avion international. Quelque chose de très abstrait, finalement. De très abstrait. Les gens, en fait, c'est ce que j'essaie de soulever, il y a une dimension temporelle dans le déplacement. Oui. C'est, on oublie, on est toujours collé à l'espace, mais on oublie qu'en fait, c'est le temps qui fait nos relations, qui fait ce que nous sommes. Et lorsque on reste longtemps quelque part, ça nous transforme nous-mêmes. Oui. Mais avec le temps, ça finit aussi par transformer les gens avec qui on prend contact. Bien sûr. C'est assez facile à comprendre. Les hommes ne sont pas, les êtres humains ne sont pas des choses. Oui. Et malheureusement, parfois, on les déplace comme des marchandises. Exactement. Et on veut les voir se déplacer comme des marchandises. Mais Simone Veil disait que quand les choses prennent la forme des hommes et les hommes la forme des choses, on est à la racine du mal. Et effectivement, avec l'immigration, on est quand même au cœur des inégalités les plus explosives, on est au cœur des problèmes contemporains. Quand vous parlez précisément de cet aspect transnational, de gens qui veulent quitter le continent africain pour le continent européen, ce sont des sujets aujourd'hui qui sont, comme on dit, brûlants. J'aime pas trop l'expression, mais en tous les cas qui concernent les gens, comme vous dites, de manière très concrète et pas simplement comme un déplacement géométrique. Exactement, exactement. D'autant plus concrète que nous sommes un pays de migration. Nous sommes un pays de nomades, semi-nomades, et nous sommes devenus, avec la modernité, un pays de migration internationale. Nous avons tous dans nos familles, ou au moins dans notre voisinage, un membre de la communauté, un membre de la famille, un ami qui est parti, qui migre à l'étranger, voire qui a fait sa vie ailleurs. C'est très important, hein. On parle de pratiquement 5 millions de Marocains résidant à l'étranger. C'est cela, oui. Voilà. Et donc l'arrivée de nouvelles populations, en fait, pour moi, ça n'est pas anodin. Forcément, ça réveille des choses que l'on connaissait déjà. Oui. Et donc, d'ailleurs, on le voit bien, dans certains quartiers, il y a des connexions qui se font, des sortes d'entraide entre populations, parce que notamment... Il y a un savoir-faire avec le déplacement. Exactement. Il y a un savoir-faire avec le déplacement, avoir vu faire et faire soi-même. Au-delà des questions d'hospitalité qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Mais pour rester justement sur ce point-là, quand vous avez terminé votre thèse, vous avez eu quel type d'option pour la faire fructifier, si je puis dire? En fait, au moment où j'ai terminé ma thèse, c'était un moment particulier parce que je voulais rentrer au Maroc, je voulais revenir. C'était pas très clair, donc j'ai poursuivi sur un poste d'attaché temporaire à l'enseignement et la recherche. Donc j'avais des postes fléchés qui étaient en train de s'ouvrir sur les questions migratoires toujours en France. À Toulouse. Toujours à Toulouse. Et c'était la période où il y avait aussi Sarkozy au pouvoir en France qui disait des choses un peu spéciales, notamment avec un ministère de l'immigration, de l'identité nationale. Ça me plaisait pas cette affaire. J'avais 2 filles, Nejma et Inès, et elles me disaient il faut qu'elles connaissent leur pays. Et il y a quelque chose qui... Il y a un truc qui n'allait pas et j'ai été recruté par l'Université internationale de Rabat en 2011 et j'ai fini une D2. On est rentré en famille en 2011. C'est là où vous exercez et vous avez une chaire dont l'intitulé peut-être est à rappeler. Oui, migration, mobilité et cosmopolitisme.
Voilà, donc l'aspect cosmopolitique rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les éléments transfrontaliers. Oui. Et c'est plus vers cet aspect-là que vous développez vos recherches et vos enseignements aujourd'hui, ou oui. Enfin les migrations dans l'horizon transfrontalier, ou les migrations internes comme vous avez commencé à le dire, c'est-à-dire entre la campagne et la ville, ou entre différentes régions au Maroc. Est-ce que c'est plutôt l'aspect voilà, dans vos recherches, vous employez un mot qui est très parlant. Vous dites c'est pas le transit, c'est l'étape. Alors l'étape des Marocains en mouvement, ou l'étape des subsahariens, ou tout en même temps. Des Européens, voilà, tout en même temps. J'essaye, parce qu'évidemment, j'ai encore de nombreuses années à apprendre, mais c'est ce que j'essaye de faire ici. C'est ce qu'on appelle les étages, en fait, territoriaux de la mobilité. Donc j'essaye de suivre les gens dans leur parcours, ce sont des trajectoires qui durent longtemps et forcément qui sont ponctués par des moments forts, qui soient politiques, qui soient dans un espace donné, qui soient relationnels. Ça peut être un mariage, ça peut être un problème de santé, ça peut être, enfin, etc., etc. Et ce que j'essaie de voir, c'est comment ça s'articule. C'est-à-dire que ce soit les mobilités intra-urbaines, que ce soit les migrations internes, que ce soit les migrations internationales. Moi, j'y vois en fait une somme d'articulation. C'est-à-dire que des fois, c'est pas toujours le cas, mais j'essaie de voir les connexions où elles se mettent. Parce qu'on dit, il y a un savoir-faire du déplacement. Le déplacement en soi, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de continuer à entretenir des liens sociaux dans le déplacement. Oui. Et c'est ça où les gens des fois ont du mal à le concevoir. C'est pas, on ne sommes pas dans la balistique. Vous avez parlé de géométrie, vous avez bien raison. On n'est pas une pierre que l'on lance et on va calculer. En fait, pour pouvoir avancer, en fait, on avance toujours avec un terrain qui est balisé. Et c'est pour ça que la migration est souvent associée à la question du déracinement, c'est-à-dire qu'on n'est plus contemporain de soi-même, on est encore dans un horizon et un contexte où on a grandi, et on arrive dans un lieu avec un imaginaire d'ailleurs et d'un autre ailleurs, et c'est comme une façon d'accélérer l'idée qu'on n'est pas contemporain de soi-même, et ce travail de ne pas être contemporain de soi-même entre les images anciennes, si réelles d'une vie précédente et les images bien réelles de la perception actuelle, il y a du point de vue cette fois-ci de la personne qui migre, c'est tout cela qui donne ce que vous appelez de la concrétude à la migration. C'est ça, il y a une densité relationnelle qui se met en place, parce que pour pouvoir surmonter ce que vous dites, qui est une dimension existentielle, très claire. Cela, Qui suis-je? Où vais-je? Et pour pouvoir surmonter ça, on ne peut pas le faire seul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très social. On est obligé d'avoir les autres donc des sortes de médiateurs. Moi, j'appelle des fois ces figures-là des médiateurs, des migrants passeurs, qui sont soit des anciens migrants qui sont là depuis plus longtemps, soit des gens qui sont tellement intéressés par l'ouverture sur le monde et qui connaissent un peu le monde d'où on vient. Peut-être pas très bien, mais suffisamment pour pouvoir faire la connexion, et qui connaissent très bien le monde où on est. Et parfois même qui connaissent le monde où on va aller. Et donc, ça ne marcherait pas si on n'avait pas ces types de connexions. Les gens ne pourraient pas migrer. Alors, par exemple, c'est la différence très forte entre ceux qui migrent, par exemple, on parlait de transit dans les affaires, le business, qui voyagent en business class. C'est une vie très abstraite, ça. C'est une vie très, très abstraite. Très abstraite, mais tout est pris en charge. Oui. Dans une sorte d'anglais mondialisé, de broken English mondial, de business English, globish. Et donc, tout est pareil. Les aéroports se ressemblent tous. C'est ce que j'appelle l'abstraction. C'est ça, exactement. L'abstraction, c'est la soustraction. En grec, apharésis, abstraire, c'est soustraire. Donc, on soustrait tous les éléments de vie et on est complètement comme des fantômes en déplacement. C'est ça, les hôtels se ressemblent, tous ressemblent. Imaginez un Marocain qui part, peut-être il a son visa, mais il faut qu'il le prépare. Et on n'a pas son visa comme ça, et donc il y a toute une stratégie. Puis si on n'a pas beaucoup d'argent, qui va l'accueillir, tout est préparé. Et imaginez le harig, imaginez imaginez ceux qui le font depuis l'Afrique centrale et qui arrivent au Sahel. Alors précisément, on va parler de ce sujet parce que c'est un sujet très important sur le continent africain, le sujet des déplacements et le fait de vouloir rejoindre, je dis vouloir,
il faut beaucoup travailler sur cette volonté et ce désir, vouloir rejoindre l'Europe en passant par le Maroc. Je sais que vous avez beaucoup rencontré et beaucoup travaillé avec cette volonté subsaharienne incarnée dans des êtres qui se déplacent. Et justement, vu du point de vue d'un sociologue, comment voyez-vous tous ces mouvements précisément subsahariens entre les États africains et effectivement pour les Marocains la présence subsaharienne de gens qui, comme vous dites, ne sont pas en transit, mais pour lesquels, d'après ce que j'ai compris de vos recherches, le Maroc est une étape de vie, Oui. En fait, c'est ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire qu'on ne migre pas impunément, surtout lorsqu'on n'a pas de papier qui autorise cette migration. Ça nécessite la prise en charge collective de cette migration. Pourtant, c'est souvent des individus. Alors, ça peut être des individus avec leur famille, ça peut être des individus, certains disent le mot sponsorisé, c'est-à-dire aidés par la famille qui va les payer pour qu'ils puissent se déplacer et en espérant qu'ailleurs, ils gagneront mieux leur vie pour renvoyer de l'argent au pays. Ou ça peut être des individus qui décident du jour au lendemain à partir. J'ai rencontré des gens qui avaient perdu leur femme et quelqu'un qui avait perdu sa femme enceinte et sa fille dans un terrible accident de voiture. Sa vie n'avait plus de sens. Et il a décidé de partir. Il a dit, de toute façon, ici, je suis déjà mort. Voilà. Des jeunes aussi, dans des remariages. Des fois, le père réépouse une femme. Soit la maman est décédée, soit il prend une autre épouse. Et l'enfant se sent abandonné. Et à 16 ans, il décide de partir chercher sa vie. Pour vivre sa vie, on le dit même nous, on déjà. Là, ce que vous racontez, ce sont des histoires très, très concrètes. Oui. Et il est vrai que le deuil s'accompagne souvent d'une translation spatiale, d'un déplacement, de vouloir précisément voir ailleurs pour pouvoir supporter la perte, parce que tout nous rappelle à la perte sur l'endroit. Et donc là, c'est une des raisons, je dirais des raisons internes, des motivations, mais il y a parfois des raisons publiques et objectives. Beaucoup parlent de changement climatique, beaucoup parlent de désastres économiques, d'expulsion de paysans de leurs terres. Donc il y a des raisons multiples qui font que les gens se retrouvent avec leur corps comme seul partenaire, si je puis dire, en mouvement. Vous avez bien raison, sauf que justement, lorsqu'on essaie de voir les raisons et d'en faire une typologie, on se rend compte qu'il n'y en a aucune, quand on le fait vraiment le travail sincèrement, il n'y en a aucune qui peut se substituer à l'autre totalement. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'on parle de société et on parle d'individus, fut-il en société, on a presque autant de raisons que d'individus. Mais elles se multiplient, évidemment. C'est un espace détérioré, une nature peut-être dans lequel il y a plus l'eau, on peut plus faire pousser, des villes surbondées. Mais des fois, c'est beaucoup plus prosaïque. Par exemple, sur une enquête statistique que j'ai fait sur les personnes qui ont demandé la régularisation au Maroc, sur à peu près 26 000 personnes, on avait pris un échantillon de 1400, donc c'est quand même très représentatif. Et en fait, on avait trouvé que pratiquement 92% étaient des jeunes hommes ou des jeunes femmes issus des grandes villes africaines et plutôt de ces catégories sociales intermédiaires entre classe populaire et classe moyenne. C'est des classes moyennes qui avaient du mal à advenir, et c'est des gens qui ont fait des études au moins bac+3 et qui se disent tiens, je vais tenter ma chance au Maroc. Et parmi ces 92%, 62% déclaraient j'ai choisi le Maroc comme pays et sont arrivés par avion. C'est pour ça que je dis on ne migre pas impunément sur ces routes, parce qu'en fait, c'est des routes sur lesquelles on peut trouver toutes sortes de catégories. Ceux qui arrivent en avion avec des papiers, ceux qui traversent la frontière dans des conditions ubuesques, ceux qui ont souffert, ceux qui en tirent un profit, ceux qui se réalisent sur la route. Et en fait, si on ne fait la focale que sur un des aspects, on ne comprend pas pourquoi d'un coup le Maroc devient une terre d'installation et de passage, un carrefour migratoire comme je l'aime l'appeler, si on n'additionne pas toutes ces catégories, toutes ces raisons, et aussi c'est des catégories d'expérience. Il y a des raisons, mais il y a une expérimentation de la vie en migration au Maroc, et donc à côté des Marocains et petit à petit avec les Marocains. Alors justement, sur cet aspect important avec les Marocains et par les Marocains, cet accueil, est-ce que votre
centre et votre chaire travaille sur les perceptions marocaines, mais surtout aussi sur les conditions de l'accueil, parce que un accueil est toujours sous condition. Alors je sais que par exemple vous avez travaillé sur la manière dont les lois marocaines ont changé pour permettre, comme vous l'avez mentionné à un certain moment, la régularisation, mais il y a les lois et il y a, je dirais, au jour le jour, le quotidien de cette rencontre avec des gens venus d'ailleurs. Oui, alors la loi n'a pas changé, en vérité c'est la politique migratoire qui a été changée, qui avait été demandée par Sa Majesté, d'une politique plus humaniste, et donc avec vraiment toute une stratégie nationale de l'immigration et de l'asile. J'aurais aimé que le « i » soit intégration, c'est un mot qui est très galvaudé, mais qui en fait au fond est central dans la sociologie. Dit quelque chose. Durkheim parle d'intégration avant même qu'on parle de migration, donc c'est important de vivre en société et de faire société ensemble, ça nécessite des institutions socialisatrices qui permettent cette intégration. Mais bref, pour revenir sur le Maroc, cette SNIA existe, mais les lois n'ont pas changé. Moi, je me suis intéressé sur les raisons de cette nouvelle politique et les conséquences des dynamiques sociopolitiques que ça induit chez des groupes particuliers ou des individus particuliers. Ce qui est important de retenir, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, les Marocains les plus populaires ont fait accueil à ces personnes-là. Certainement parce que eux aussi, ils ont une vie pas faite aussi de dureté et de déplacement, de déracinement. Déracinement à l'intérieur du Maroc. Il y a l'empathie, on s'identifie à une condition qui est la nôtre. C'est ça. Oui, ça c'est un point essentiel. Et pendant qu'on n'en parlait pas, toutes les années 2000, avant 2013, où ça devient finalement, il y avait des problèmes, bien sûr, parfois des unes de journaux racistes, il y avait des tensions dans certains quartiers, mais c'était grosso modo, j'ai toujours été très impressionné, je l'ai documenté, de la manière dont il y avait une sorte, moi je l'appelle ça un cosmopolitisme tranquille. Ça veut pas dire que tout était tranquille, mais il y avait quand même, qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Et en fait, il a fallu que le pouvoir politique s'empare de la question pour des bonnes raisons. Il n'y entendait pas une critique ici, pour que parmi certains citoyens marocains, ça devienne un problème. C'est-à-dire que quand le problème est devenu politique, on s'est mis à en débattre et des gens qui ne connaissaient rien du sujet ont voulu apporter en fait leur contribution et souvent de manière négative. Et donc il y a c'est assez bizarre. Ah oui. Parce qu'en général le débat c'est pour écluser jusqu'à finalement retenir, comme disait Aristote, des prémices communes, en tous les cas des règles sur lesquelles on se fonde un certain consensus. On a réussi à le trouver puisque notre pays est organisé d'une certaine manière autour beaucoup du consensus, entre des équilibres du pouvoir entre le roi et le peuple. C'est le nom même de notre révolution, de la fondation de notre État-nation moderne. Donc une forme de consensus est établie à partir de différents processus. Et il y a eu quelque chose qui s'est fait là. Mais d'un coup, des gens plus mal intentionnés ont commencé à dire mais pourquoi on donne plus aux Africains subsahariens, pourquoi ils ont le droit au Ramed, nous on n'a rien, on est citoyens, on doit plus qu'eux. Il y a eu l'idée que... faut expliquer ce qu'est le Ramed rapidement. Ah pardon, c'est justement un réseau d'aide pour ceux qui... Enfin de couverture médicale. Pour les démunis. Pour les plus démunis, ceux qui n'ont même pas accès à la CNSS. Et donc c'était déjà le nouveau modèle de développement en marche. Et il faut reconnaître la force de notre pays qui a su accueillir politiquement en disant les quelques dizaines de milliers de personnes qu'on n'avait pas prévues mais qui vivent avec nous, eux aussi doivent bénéficier des mêmes droits que les Marocains. Déjà dans la Constitution de 2011, c'est statué, et puis bien sûr avec la nouvelle stratégie migratoire en 2013. Mais le problème, c'est que d'un coup, des gens ont commencé comme une sorte de jalousie. Et c'est là que la xénophobie peut rejoindre le racisme, puisque d'un coup, on a identifié des problèmes sociaux à la question de la couleur de peau. Donc pourquoi on leur donne à eux et pas à nous? Alors que c'est pas vrai, en fait, le gâteau est assez grand à partager, surtout qu'on parle pas de millions de gens, sinon je serais le premier à dire que ce n'est pas possible. Donc on commence à avoir des gens qui disent on peut pas accueillir la misère de l'Afrique, paraphrasant bêtement ce qu'on a dit de l'autre côté de la Méditerranée. Donc une sorte on retrouve des réflexes xénophobes comme on peut retrouver dans les pays d'installation que les Marocains ont subis. On commence à dire aussi ces gens-là nous apportent que des problèmes, ils ont des maladies, ils attaquent les grillages, ils nous posent des problèmes avec l'Espagne, ils squattent. On a même parlé de bruit et d'odeur récemment pour l'Oued-Zien, des choses qu'on n'entendait pas au moment où les gens étaient quand même profondément dans la clandestinité,
même si quand on allait dans n'importe quel quartier, ou les Ziyanes compris, on voyait bien la présence, ou à Oulfa, à Casa, voilà, où on va trouver aussi à Tanger, à cela me permet de faire le lien, on arrive pratiquement à la fin de cette émission, mais cela me permet de faire le lien avec votre autre casquette, si je puis dire. Vous êtes quelqu'un qui est engagé socialement précisément pour écarter tous les préjugés qui peuvent ici ou là s'entendre, surtout, où vous avez même mentionné certaines pages de journaux, et vous êtes très actif dans une société, une association dont j'aimerais que vous nous parliez. Oui, elle s'appelle le GADEM, c'est le groupe antiraciste d'accompagnement de défense et des migrants au Maroc, qui a été créé en 2006, c'est la première du genre en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Cette association, elle est assez importante parce qu'elle est basée vraiment sur à la fois une sorte d'accompagnement, on va dire, juridique, mais aussi sur du plaidoyer juridique. C'est-à-dire que nous sommes un État de droit et le Maroc est un État de droit. Et donc, on va utiliser cette question-là pour montrer que même lorsqu'on est étranger et même lorsqu'on n'était pas prévu, on a quand même des droits. Et donc, c'est une approche, je trouve, assez intéressante. Et bon, maintenant, je suis toujours membre, mais je n'ai plus, c'est plus moi qui dirige. J'ai été président de 2011 à 2018. J'ai eu ce privilège. On a fait un travail formidable. On a créé aussi un festival qui s'appelait Migrants Scène. Et le but, c'était de faire rencontrer des artistes marocains et des artistes d'Afrique subsaharienne en diaspora, en exil certains. Et on a vu naître des créations artistiques, des gens même qui sont connus, qui sont passés par Migrants Scène. Culturelle. Toutes les cultures sont en interaction les unes avec les autres, et il faut avoir des volontés qui permettent précisément de donner une expression à cette interaction. Vous êtes aussi... et je reprends votre visage académique, si je puis dire. Vous dirigez aussi une revue très importante, une revue dont vous allez nous rappeler le titre. Oui, Afrique en mouvement. Afrique en mouvement. Avec le S de Afrique entre parenthèses. Oui. Parce qu'il y a des Afriques, c'est sûr. Mais en même temps, on a envie de parler de l'Afrique. Voilà. Sur fond d'un même continent. Et donc tout ce qui agite les dynamiques sociales, politiques, économiques, mais aussi qui mettent les peuples en mouvement. Et quelque part, c'est beau parce que le mouvement permet de nous rencontrer. Et on peut pas se parler à distance. Non. Même si la technologie nous le permet, ça manque de texture, ça manque de profondeur. On l'a vécu avec la Covid. Malheureusement, enfermé. Il y a eu un déficit même je dirais, on a perdu quelque chose de notre esprit, je dirais, par manque d'interaction. Exactement. Et ça fait beaucoup de souffrance. Et donc, le mouvement permet de nous rencontrer. Et le Maroc est une société en mouvement. Le Maroc est un pays migratoire. C'est un carrefour migratoire, mais historiquement, c'est un pays multiculturel. Ce qui fait sa richesse et sa beauté. Et donc, il serait dommage d'imaginer à revenir à des identités rabougries, toutes petites, où on ne serait que arabe avec une forme d'arabe, alors que nous avons une diversité. Et la derija, c'est pas la langue de la rue, c'est de l'arabe, et même avec des mots tellement anciens de l'arabe. Les langues sont elles-mêmes témoignages de beaucoup d'hybridité. Merci pour ce magnifique moment passé autour de vos recherches en sociologie. Évitons l'incarcération civilisationnelle, expression du prix Nobel d'économie Amartya Sen. Merci encore de votre présence dans cette émission. Merci, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah.